Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les finances des collectivités débattues en séance. Le marathon budgétaire se poursuit au Sénat. Hier, les sénateurs ont voté la partie recettes du budget dans laquelle ils ont supprimé la réforme de la taxe d'habitation jugée incohérente. Reportage et débat à suivre. Coup fatal à l'encadrement des loyers. La justice a annulé les arrêtés de plafonnement à Paris, comme elle l'avait fait à Lille, au motif qu'ils auraient dû concerner toute l'agglomération parisienne et non la seule capitale. On en parle avec Yann Brossa, il est en charge du logement à la mairie de Paris. Le gouvernement veut revenir aux listes nationales pour les européennes en 2019. La droite s'y oppose. Les chefs de parti ont été reçus à Matignon par Édouard Philippe, qui l'a confirmé. Le Premier ministre qui n'exclut pas la constitution de listes transnationales. L'analyse dans cette édition. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Nuit en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, la Cour des comptes, dans un rapport explosif, jette à nouveau un pavé dans la mare en réclamant plus de contraintes pour les médecins, notamment en utilisant le déconventionnement pour les forcer à s'installer dans les zones sous-dotées. Clément Perrault. Le rapport sur l'avenir de l'assurance maladie présenté ce matin par la Cour des comptes ne ménage pas les médecins libéraux. Son premier président Didier Migaud se défend pourtant de cibler cette corporation. Nous ne pointons pas du doigt telle ou telle profession, ce n'est pas du tout l'objet. Notre objectif, c'est de préserver notre système de santé, d'identifier ses fragilités et voir comment justement on peut surmonter aujourd'hui ces fragilités. Et tout le monde doit se sentir concerné. Concernés, les médecins le sont clairement par les mesures préconisées par la Cour des comptes. Haro d'abord sur les dépassements d'honoraires jugés beaucoup trop fréquents et que la Cour des comptes veut plafonner. Ensuite, une demande d'extension d'ouverture des cabinets les soirs de semaine et les week-ends. Également un renforcement des contrôles des médecins avec un système de recertification périodique. Enfin, une régulation des zones d'installation. Un médecin s'installant dans une zone déjà bien dotée ne sera plus conventionné. Il faut évidemment que les médecins libéraux soient là où sont les besoins de santé. Parce que les besoins, ils sont pas simplement dans les villes, pas simplement sur le littoral, là où en général il y a beaucoup de médecins. Ils sont aussi dans certaines banlieues, ils sont aussi dans certaines zones rurales. Sur ce sujet toujours épineux, les syndicats de médecins ne manquent pas de s'insurger de ce rapport de la Cour des comptes. Elle propose de supprimer la liberté d'installation. Franchement, que la Cour des comptes sorte un petit peu de la rue Cambon. Il n'y a plus de zones surdotées en France, sauf peut-être une petite partie à Nice et une petite partie de Paris. Paris a perdu 20% de ses médecins généralistes en 10 ans. La France va manquer de 25% de médecins généralistes en 8 ans. Oser proposer des mesures coercitives maintenant par la Cour des comptes, c'est totalement surréaliste. Sur les dépassements d'honoraires aussi, les médecins se montrent critiques. Ils estiment notamment que les tarifs remboursables par la sécurité sociale sont notoirement insuffisants. Et on va retrouver Tam Nuit en direct de la salle des conférences du Sénat avec votre invité, le sénateur LR de la Marne, René-Paul Savary. René-Paul Savary qui est médecin de profession et vous étiez également l'un des co-rapporteurs du budget de la sécurité sociale 2018. Que pensez-vous de ces rapports explosifs de la Cour des comptes qui dresse un véritable réquisitoire contre les médecins libéraux? Effectivement, la Cour des comptes porte des jugements régulièrement sur le financement de la sécurité sociale, ce qui est tout à fait légitime, et elle se permet des recommandations, elle est aussi dans son rôle. Après, charge aux législateurs, à ceux qui ont des responsabilités, de les prendre ou les pas. Moi, je ne pense pas que les mesures coercitives soient bénéfiques à un moment où on manque de médecins. Ce sont des mesures qu'on peut éventuellement prendre quand il y a trop de médecins. Or, on constate qu'il y a une pénurie de médecins. C'est la raison pour laquelle nous sommes davantage tournés vers des mesures incitatives. Oui, c'est d'ailleurs l'un des arguments de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Mais il y a néanmoins de nombreux élus au Sénat qui ont proposé à plusieurs reprises des mesures coercitives car ils estiment que des mesures plus douces n'arrivent pas à leur fin aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y a une certaine impatience et on peut le comprendre tout à fait
légitimement. Il n'empêche que parfois des bonnes idées se traduisent par des mauvaises solutions. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut rester à innover, comme c'est proposé d'ailleurs. Le médecin généraliste nomade, pas rattaché forcément directement à un cabinet médical, pourquoi pas, c'est une option qu'il faut envisager, surtout en attendant 2025, puisque l'augmentation du numerus clausus fait entre autres qu'il y aura maintenant un peu plus de médecins, mais encore dans quelques années. Donc ce sont des solutions intermédiaires qu'il faut trouver. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition des Sages de la rue Cambon d'introduire des plafonnements au dépassement d'honoraires? Alors bien sûr que c'est une proposition qu'on étudie depuis un certain temps, pourquoi pas, sauf que y a ça aussi ses limites. Il ne faut pas non plus que les meilleurs médecins partent à l'étranger parce que en France, ils ne trouveraient pas la rémunération nécessaire. Là aussi, c'est un juste milieu qu'il faut trouver. Il faut être très attentif et faire en sorte qu'il y ait une envie véritablement d'installation et qu'il y ait une volonté médicale de pouvoir proposer effectivement les meilleurs soins possibles dans le cadre d'une rémunération correcte également. Il n'y a pas des abus aujourd'hui au niveau des rémunérations des médecins? Je ne parlerai pas d'abus, mais il y en a, comme dans tout métier, qui peuvent effectivement se laisser aller à des honoraires trop importants par rapport à la prestation qu'ils proposent. Il n'empêche que majoritairement, on est bien soigné quand même en France et que ce n'est pas non plus la préoccupation majeure de nos médecins. Autre proposition des Sages de la rue Cambon, ouvrir les cabinets le soir et le week-end pour lutter contre l'engorgement des urgences, parce que les médecins libéraux doivent plus donner de leur personne face à la détresse de l'hôpital. Alors là aussi, c'est un problème très particulier. D'ailleurs, nous avons fait un rapport au Sénat sur les urgences qui est tout à fait intéressant. Il faut trouver une meilleure complémentarité entre la prise en charge des patients avec des soins d'urgence, entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Changer notamment un certain nombre de choses, mais surtout faire en sorte que la régulation marche mieux et qu'il y ait une complémentarité. Oui, là, il y a des véritables choses à faire. Merci beaucoup René-Paul Savary d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Le retour aux listes nationales pour les élections européennes quasiment acté. Édouard Philippe l'a annoncé ce matin au chef de parti. Un projet de loi sera soumis en 2018 aux parlementaires afin d'abandonner le système des circonscriptions multirégionales. Autre nouveauté, la possibilité de constituer des listes transnationales. Fabien Recker. Un à un, ils ont entendu Édouard Philippe ce matin. Le gouvernement veut revenir à une seule circonscription aux élections européennes et la plupart des chefs de parti s'en félicitent. Il y a des années qu'on se bat pour revenir à une élection européenne qui permettra de parler de l'Europe. Et une élection européenne qui permettra de parler de l'Europe dans le seul cadre qui vaille, qui est le cadre national. Car depuis les européennes de 2004, la France est divisée en 8 circonscriptions régionales. Avec la réforme, le scrutin proportionnel à un tour serait maintenu, mais avec des listes nationales, une circonscription unique qui permettrait de porter le débat sur les questions européennes au niveau national. Le retour à une circonscription nationale renforce la clarté du débat pour ou contre cette Europe politique. Et bien sûr, nous ferons campagne pour. Seuls les Républicains sont hostiles à cette réforme. Ils défendent l'ancrage territorial des eurodéputés dans le mode de scrutin actuel. Pour la ministre des Affaires européennes, l'argument ne tient pas. Aujourd'hui, ils sont rattachés à un territoire et personne ne les connaît. À quoi sert un député européen? Est-ce que c'est représenter son territoire ou est-ce que c'est porter un programme européen d'un parti politique européen au niveau de Strasbourg? Je vous pose la question. L'introduction de listes transnationales est également à l'étude afin de remplacer les 73 eurodéputés britanniques qui vont quitter le Parlement européen suite au Brexit. La justice met un coup d'arrêt à l'encadrement des loyers à Paris. Motif, le périmètre géographique retenu n'est pas le bon. Coup dur pour les locataires dont les loyers peuvent être revus à la hausse dès aujourd'hui. Cécile Sixou. Retour à la case départ. L'encadrement des loyers à Paris s'est terminé. La justice a tranché pour être conforme à la loi. La mesure devrait s'appliquer aux 412 communes de l'agglomération parisienne et plus uniquement à la capitale intramuros. Le gouvernement a décidé de faire appel de cette décision. Nous ferons appel à Paris pour une raison simple, c'est que vous avez connu une inflation des loyers très importante à Paris depuis 15 à 20 ans, que ça devient difficile pour les classes moyennes de pouvoir se loger à Paris, y compris avec des salaires, même pour des classes moyennes supérieures, avec des salaires qui sont importants. Quand vous avez par exemple un couple avec 2 jeunes enfants, pour se loger à Paris, ça devient extrêmement compliqué. Paris ne peut pas être une ville qui se gentrifie et réservée à quelques-uns. Le dispositif appliqué depuis 2015 à Paris obligeait les propriétaires à ne pas dépasser de 20% des loyers de référence fixés par la loi. 2 ans après, près de 30% des bailleurs ne respectaient pas cette limite.
Par ailleurs, la loi initialement destinée aux zones tendues avait du mal à se déployer dans d'autres villes. Seule Lille l'avait adoptée en février dernier, mais a dû l'abandonner le mois dernier pour les mêmes raisons qu'à Paris. Pour Cécile Duflot, auteure de la mesure, ce n'est pas la loi qui ne marche pas, mais son application qui n'a pas été respectée. La loi Allure, elle a été sabotée par le Premier ministre d'alors, en août 2014, qui a dit on va l'appliquer de manière expérimentale. C'est pas ce que dit la loi. Manuel Et le Valls. tribunal a dit la loi doit s'appliquer sur l'ensemble de l'agglomération et sur les 28 agglomérations où elle est utile. Et c'est simplement ça qu'il faut faire, appliquer la loi Allure, tout simplement. Cécile Duflot demande au gouvernement une mesure d'urgence, un sursis à exécution qui permettrait de ne pas appliquer la décision de justice en attendant la parution d'un nouveau décret. Et on reparlera de cette question avec mon invité Yann Brossa. Il est adjoint communiste à la mairie de Paris en charge des questions de logement. Et on va retrouver Tam Trani, toujours en direct de la salle des conférences, avec l'ancienne ministre du Logement, Marie-Noëlle Lienemann. C'est à vous. Marie-Noëlle Lienemann, donc ancienne ministre du Logement et sénatrice de Paris, où la justice vient donc d'annuler l'encadrement des loyers. Est-ce que vous le regrettez ? Oui, parce que je ne comprends d'ailleurs pas tout à fait cette position qui vise à dire qu'il faut que ce soit dans toute l'agglomération, sauf qu'on avait bien vu qu'il fallait expérimenter déjà là où c'était facile, c'est-à-dire où il y avait un observatoire. Bon, le gouvernement a fait appel, je m'en réjouis, et je pense d'ailleurs que peut-être il faudra consolider dans la loi pour qu'on n'ait pas ce genre d'interprétation et qu'on puisse poursuivre cet encadrement qui a bien montré que ça ne déstabilisait pas de façon radicale le marché, qu'en revanche ça avait quand même permis des abus de loyers qui étaient beaucoup trop hauts et que ça allait plutôt à la baisse sans affaiblir structurellement les propriétaires. Oui, donc pour vous, c'était un système qui fonctionnait. Le motif, eh bien, c'est qu'effectivement, la loi Allure, la loi de Cécile Duflot, n'a pas été appliquée comme elle avait été écrite seulement sur Lille et sur Paris et non pas sur les agglomérations. Voilà. Alors, on peut avoir une lecture de la loi différente qui est de dire il faut que l'analyse soit faite dans une agglomération et qu'ensuite les communes agissent. Maintenant, il ne s'agit pas de tergiverser. Le gouvernement a fait appel, donc il a la même lecture que moi, que c'était bien qu'il n'était pas à l'écriture de la loi Allure. Bon, on va voir ce que donne l'appel, mais pour consolider, je pense qu'il faudra transformer dans la loi logement le texte pour qu'il permette cette action au niveau d'une commune dans le cadre d'une agglomération plus large. Du coup, vous êtes confiante dans le fait que l'encadrement des loyers puisse être rétabli ? Oui, parce que je crois que pas grand monde s'en plaint. Les propriétaires ne sont pas traumatisés. Ils ont bien vu que ce qui était mis en œuvre, c'est pas de bloquer les loyers, c'est d'éviter qu'il y ait des gens qui dérapent au-delà de la moyenne du secteur où ils sont. Et je crois que c'est sain pour tout le monde. Un mot, Marie-Noëlle Lienemann, sur le compromis auquel sont arrivés hier les sénateurs et le gouvernement pour augmenter le taux de TVA sur la construction des logements sociaux de 5,5 à 10%. Cela pour compenser la baisse des loyers des organismes HLM consécutive à la baisse des APL. Eh bien, vous avez voté le dispositif, mais à contre-cœur. Oui, alors d'abord, le compromis n'est pas encore totalement établi. C'était qu'un premier pilier du compromis. J'espère que le deuxième sera au rendez-vous. Et comme vous l'avez expliqué vous-même, c'est d'une simplicité. Non, c'est terrifiant, quoi. Ils ont mis une usine à gaz. La volonté, c'est finalement de fictivement écrire qu'on baisse l'APL et de faire payer les HLM à la place. 1,3 milliard qui sont prélevés sur les HLM. Au passage, quand même, c'est la moitié de l'impôt sur la solidarité et de la suppression de l'impôt sur la solidarité. Donc, nous sommes évidemment les socialistes totalement révoltés devant ce choix politique. Néanmoins, ce qui est dramatique dans ce qui est proposé par le gouvernement, c'est d'abord la ponction, mais c'est surtout la façon dont on le fait qui va faire baisser artificiellement certains loyers, rien pour le locataire, mais donc déstabiliser le modèle HLM. Donc nous ne voulons pas que le modèle HLM soit mis en cause, c'est une tentation des libéraux qu'on connaît depuis longtemps, et d'ailleurs je me félicite que l'ensemble des groupes ici considèrent que ce modèle doit être défendu. Donc dans ce modèle, il y a l'idée de baisser la TVA. Au passage, on a quand même une petite compensation parce que le livret A augmente pas beaucoup. Et de l'autre côté, viendra le débat la semaine prochaine, enfin le 6, pour annuler l'article 52 et faire d'autres propositions. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. On va maintenant dans l'hémicycle où nous attend Saveria Rojek. On a beaucoup parlé, Saveria, ce matin à l'occasion de la suite de l'examen du projet de loi de finances, des finances des collectivités territoriales.
Absolument Delphine, les finances des collectivités c'est encore et toujours le sujet qui fâche entre l'État et les élus locaux et vous l'avez dit, c'est aujourd'hui dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances que les sénateurs se sont penchés sur les crédits alloués à ces collectivités et bien sûr à la tribune chaque sénateur a profité du temps alloué pour de nouveau plaider pour plus d'écoute, plus de moyens de la part de l'État. Je vous propose d'écouter à ce propos Alain Marc, le sénateur Alain Marc. Les élus locaux, les maires, n'ont que faire des déclarations d'amour à leur égard. Ce qu'ils veulent désormais, ce sont des preuves d'amour. Ce projet de loi de budget ne répond ni aux besoins, ni aux attentes de nos collectivités territoriales. Bien au contraire, il dessine des perspectives très préoccupantes, non seulement pour leurs ressources et leur autonomie financière, mais également pour l'investissement local. Voilà, des preuves d'amour plutôt que des longs discours. La semaine dernière, c'est Emmanuel Macron qui a tenté au Congrès des maires de renouer un dialogue avec les élus locaux, un dialogue très dégradé, bien sûr, après une série de décisions budgétaires touchant les communes. Et ce matin, c'est un système à bout de souffle que décrivait le sénateur Les Républicains Philippe Dallier. Car chacun voit bien que notre système est à bout de souffle. Le bateau prend l'eau de toutes parts et en voulant combler une brèche, on finit toujours par en ouvrir une autre. Madame la ministre, je sais bien que c'est un chantier compliqué, mais vous devez l'ouvrir. La commission des finances du Sénat a déjà beaucoup travaillé, même avec l'Assemblée nationale l'an dernier. Que deviendra ce travail? C'est toute la question. Madame la ministre, nous avons besoin d'une réponse. Voilà, donc alors les sénateurs ont déposé plusieurs amendements sur ces crédits, notamment pour tenter de pallier à la disparition de la réserve parlementaire. Mais dans l'ensemble, le Sénat devrait rejeter l'ensemble des crédits de cette mission, comme l'avait d'ailleurs préconisé la commission des lois du Sénat. Delphine. Merci à vous, Saveria. Alors, la suppression de la taxe d'habitation tourne au casse-tête pour le gouvernement, mais aussi pour les communes. Cette perspective inquiète. Alors, comment compenser cette perte de recettes dans un contexte de restrictions budgétaires et de baisse des dotations? Il faut souvent faire des choix pas faciles à justifier auprès des administrés. Voyez ce reportage à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, de Jean Brabier. C'est une inquiétude qui s'affiche jusqu'au fronton de la mairie de Montreuil. Le maire a fait ses calculs et selon lui, ce sont 28 millions d'euros de baisse de dotation qu'il a subi en 5 ans. Une situation intenable pour une commune qui doit prévoir des projets à long terme, notamment pour la construction d'écoles ou le maintien de services publics. À Montreuil, comme dans toutes les mairies de France, nous construisons nos projets à 3, à 6 ans, à 15 ans. Et aujourd'hui, chaque année, tout change. Chaque année, on voit nos revenus modifiés fondamentalement. D'abord, on tape et ensuite, on vient nous voir en disant « Mais vous inquiétez pas, on va réfléchir dans 3 ans. » Non, c'est tout de suite qu'on a besoin d'engager le dialogue et de sécuriser les revenus des communes. Repenser les finances locales comme le président Macron l'a proposé, oui, mais en donnant de la visibilité aux maires. Et ce n'est pas la promesse de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, qui suffit à rassurer Patrice Bessac. La suppression de la taxe d'habitation pour Montreuil, c'est la suppression de 17 millions d'euros de ressources. Je comprends que les gens soient très contents qu'on en finisse avec cet impôt injuste. Mais de grâce, Monsieur le Président, donnez aux collectivités locales les moyens de remplacer la taxe d'habitation. Et aujourd'hui, nous sommes dans le flou total. Nous savons ce que nous perdons, nous ne savons pas ce que nous allons gagner. Dans sa commune, le premier édile alerte les citoyens et a organisé une manifestation pour défendre les services publics, menacés selon lui par ses choix budgétaires des gouvernements successifs. Quel sera le visage de la fiscalité locale à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron? Pour le chef de l'État, la suppression de la taxe d'habitation doit être le début d'une refonte profonde de la fiscalité locale. On va tout de suite en parler avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Bocquet. Bonsoir, vous êtes un sénateur communiste du Nord. Merci d'être avec nous. Philippe Dallier est également sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Les Républicains de Seine-Saint-Denis, vous êtes vice-président du Sénat. Avec nous également Claude Raynal. Bonsoir. Bonsoir. Sénateur socialiste de la Haute-Garonne. Et j'accueille enfin Bernard Delcros. Bonsoir. Vous êtes sénateur UDI du Cantal. On vous a entendu, Philippe Dallier, dans l'hémicycle, dénoncer un système à bout de souffle. Vous êtes donc favorable à cette refonte en profondeur que souhaite le chef de l'État. Il faut tout remettre à plat, un nettoyage
en profondeur de la fiscalité locale? Je parlais des dotations de l'État aux collectivités locales. Effectivement, le système est à bout de souffle. Ça fait d'ailleurs un certain nombre d'années que nous le disons ici au Sénat avec Claude Rénal à la Commission des Finances, Éric Bocquet également. Nous avons beaucoup travaillé pour essayer de proposer des solutions de remplacement. Le gouvernement ou les gouvernements nous ont toujours répondu c'est trop compliqué et on remet ça à plus tard. Si ce n'est qu'aujourd'hui, alors que le président de la République est allé au Congrès des maires en disant il n'y aura plus de baisse des dotations, quand on va regarder dans le détail, ça ne va pas se traduire de cette manière-là. Beaucoup de communes vont continuer à avoir leur dotation baissée. Et puis de l'autre côté, il y a la fiscalité locale, où là, le président de la République a décidé, un beau jour de campagne électorale, de la supprimer pour 80% des Français, à mon avis, sans que le sujet ait été véritablement étudié. Et on en vient aujourd'hui à la suppression complète dans 3 ans, parce qu'il y a un petit problème constitutionnel. Par quoi est-ce que ça sera remplacé? Aujourd'hui, nous n'en savons rien. Personne n'a de proposition concrète, et c'est bien ce qui donne le sentiment aux élus d'être dans le flou, dans le vague, et difficile de prévoir des budgets effectivement à 2, 3, 5 ans quand on ne sait pas ce qu'il nous restera dans le budget. Est-ce que vous êtes d'accord, Éric Bocquet, sur cette proposition du chef de l'État de tout remettre à plat? Il y a vraiment une nécessité de réformer la fiscalité locale aujourd'hui. Oui, sans aucun doute, et c'est une nécessité. Je partage le constat que Philippe Dallier vient de faire, mais ce que les maires vivent depuis des années, ce sont des moins régulièrement. Suppression de l'ATP en 2009, les dotations qu'on a d'abord gelées, qui ont été réduites. Là, on nous annonce 13 milliards de moins encore dans le quinquennat qui commence. La taxe d'habitation, 35% des ressources. Ceci inquiète et irrite les maires. Effectivement, il n'y a pas de visibilité. On ne nous présente pas ça comme une réforme complète de la fiscalité locale. C'est un pan de moins dans l'autonomie des communes, y compris. Ça pose une vraie question pour la République. Bernard Delcros, on parle des communes. Il y aura aussi l'échelon départemental, régional qui sera concerné par cette réforme. C'est un véritable jeu de bonne taux auquel il faut s'attendre? Oui, alors permettez-moi avant de vous répondre de faire une petite rectification. Je ne suis pas, comme vous l'avez indiqué, sénateur UDI du Cantal. Je suis un sénateur du Cantal, membre du groupe de l'Union centriste et pas UDI. Sur votre question, quelle est la nouveauté cette année dans cette loi de finances? C'est une mesure qui concerne la taxe d'habitation, l'amorce de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Ça n'est pas une surprise, puisque c'était un engagement qui avait été pris par le président de la République qui est tenu. On ne peut pas le lui reprocher. Donc cette mesure qui arrive et qui était annoncée pose 2 problèmes, 2 sujets, 2 questions. La première, c'est comment seront compensées les collectivités locales? Et la deuxième, cette situation est-elle tenable dans le temps? Sur le premier sujet, pour 2018, il n'y aura pas de perte de recettes pour les collectivités puisqu'il s'agit d'un dégrèvement. Le dispositif qui a été mis en place est un dégrèvement. Donc en gros, l'État se substitue aux contribuables pour payer. Donc pas de perte de recettes en 2018. Dans l'avenir, évidemment que cette situation n'est pas tenable. Et donc l'ouverture qui a été, l'annonce qui a été faite par le président de la République devant les maires de France d'engager dès 2018, pour une application en 2019 ou 2020, une remise à plat complète de la fiscalité locale est nécessaire. Parce qu'on est aujourd'hui dans un système, ça vaut pour la fiscalité locale comme pour les dotations aux collectivités, qui est, comme le disait Philippe d'ailleurs, à bout de souffle. Donc il faut que ce chantier soit ouvert, il faut avoir le courage de l'ouvrir, parce que tout le monde est pour ouvrir ces chantiers, tout le monde est pour réformer, mais quand il s'agit d'écrire concrètement les choses sur le papier et les mettre en place sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je souhaite évidemment, et j'adhère en tous les cas à cette idée d'une remise à plat complète de la fiscalité locale. Pour donner de la visibilité aux collectivités. Ce qui est important, c'est que les collectivités, comme le disait d'ailleurs le maire dans le témoignage, c'est qu'on sache, on programme à 3 ans, 6 ans, 10 ans, qu'on sache vers où on va avoir de la visibilité pour avoir une perspective. Claude Rénal, hier, la majorité sénatoriale a souhaité ne pas voter cette réforme. On se donne 1 an pour justement étudier les pistes pour avoir une véritable compensation de cette perte de recettes. Vous soutenez cette proposition ? Non, bien sûr, on ne soutient pas parce que ce n'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est une suppression totale, donc à ce stade. Donc ce n'était pas un report d'un an, ça aurait pu être écrit sous la forme de report d'un an, ça n'a pas été ce qui a été choisi. Et donc nous considérons que finalement le signal qui est donné aux habitants, avec un retour de 3 milliards d'euros vers les citoyens, c'est important. Ça a été fait par les gouvernements précédents il y a 2 ans, ça a été fait l'année dernière, et qui est une mesure qui soit une mesure de pouvoir d'achat pour les citoyens, nous y sommes favorables, même si par derrière, il y a un certain nombre évidemment de choses à mettre en place pour l'avenir. Ça a été très bien dit par Bernard Delcros, je m'y rallie. C'est une question pour l'année 2018, elle me paraît assez tranchée, assez claire. Il y avait un certain nombre d'interrogations. La commission des finances du Sénat a travaillé d'ailleurs, a posé des questions et a eu des réponses positives pour 2018. Et maintenant, nous devons faire le grand saut, c'est-à-dire réformer totalement cette fiscalité. Nous en sommes tous d'accord. On en est tous d'accord, mais
contrairement à ce qu'a dit mon collègue, mais peut-être que ce n'est pas à ça qu'il pensait. Nous ne souhaitons pas qu'on supprime la taxe d'habitation et qu'on nous compense la perte de recettes, parce que la compensation, on sait ce que ça veut dire. Si, tu le dis compensation. Là, ce qu'on espère, c'est un autre impôt, une part d'un autre impôt. Moi, je pose une petite question. Quand au bout de 3 ans, on aura supprimé la taxe d'habitation pour 80% des Français, on ira expliquer aux mêmes qu'on va créer un nouvel impôt auquel ils devront contribuer? Vous croyez que les Français vont y comprendre quelque chose? Ou alors on va créer un nouvel impôt qui ne sera payé que par les 20% qui continuaient à payer la taxe d'habitation au bout de 3 ans. Je pense que le gouvernement est en train de se diriger dans un cul-de-sac. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une promesse de campagne électorale. Alors que proposez-vous, Philippe Dallier, vous? Mais écoutez, maintenant, je pense qu'il faut se mettre autour de la table. Moi, ce que je souhaite, c'est un impôt qui conserve le lien entre l'habitant et la commune. Parce que la taxe d'habitation, elle finançait d'abord les services publics. Aujourd'hui, on l'a fait disparaître, dans 3 ans. Il ne resterait que la taxe foncière, donc uniquement les propriétaires pour financer les services. Ça n'est pas bon. Il faut garder un lien. Donc quel impôt? Un bout d'impôt sur le revenu? Moi, je veux bien qu'on regarde. Mais ça veut dire nécessairement que certains qui ont été exonérés de taxe d'habitation, tout d'un coup, devraient participer au travers de ce nouvel impôt. Politiquement, ça va être très compliqué pour le gouvernement. Et voilà pourquoi on disait, attendez, on prend un an, vous décalez d'un an, on prend cette année 2018 pour travailler, et on applique en 2019, pourquoi pas? On est prêt à regarder. Mais là, en commençant, en mettant le doigt dans cette réforme de la taxe d'habitation... Donc la méthode n'est pas la bonne. Je pense effectivement qu'il va y avoir un problème politique à la fin. Claude Raynal. Vous savez, la réforme, effectivement, la méthode n'est jamais la bonne, quelle qu'elle soit, et quelles que soient les époques. Moi, ce que je crois, c'est que Philippe Dallier donne les deux bouts, finalement. Il dit d'un côté, il faudrait garder un lien avec l'habitant, et de l'autre, ça reviendrait à créer un impôt, donc je ne comprends pas comment ça se fait. Donc ça veut dire, évidemment, que ça ne peut pas être de nouveau un impôt de type impôt local. C'est-à-dire, qui va payer ? Donc, ça peut être une part d'impôt national, ça peut être une part de TVA. Ça aurait d'ailleurs l'avantage de lier la croissance avec les ressources. Moi, je ne suis pas du tout hostile à ce que dans le panel des ressources d'une collectivité, il y ait un bout d'impôt national dynamique. Peut-être Bernard Delcros et ensuite Eric Wauquiez. Bernard Delcros. Oui. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une remise à plat de la fiscalité locale parce que le système est à bout de souffle. Cher Philippe, ce n'est pas seulement la conséquence de la taxe d'habitation ou de la suppression de la taxe d'habitation. Si je ne veux pas revenir sur le passé, mais la réforme de la taxe professionnelle en 2010, appliquée en 2011, a été catastrophique pour les territoires et pour les collectivités. Donc, les responsabilités, elles sont largement partagées. Ce n'est pas le sujet. C'est que chaque fois, depuis longtemps, on a progressivement pris un certain nombre de mesures qui arrivent aujourd'hui à une situation qui est qu'il faut remettre à plat ce système-là. Donc, il faut qu'il soit remis à plat. On n'en est pas encore à proposer des solutions, mais je souhaite qu'on puisse y être associé. Mais il y a diverses solutions possibles. Et je pense qu'il y a des voies vraiment possibles. Prenez l'exemple de ce qui a été fait avec les régions. Les régions, elles ne percevront plus directement d'impôts locaux, puisqu'elles avaient demandé, et elles ont obtenu, de pouvoir qu'on puisse leur transférer une part de TVA. C'est ce qu'elles avaient demandé, elles l'ont obtenu, et donc les régions vont avoir une recette dynamique avec une part de la TVA. Je ne dis pas qu'il faut faire ça pour tous les niveaux de collectivité, je ne le pense pas. Mais c'est un exemple qui montre qu'il y a des dispositifs qui peuvent permettre, de donner, parce qu'en fait c'est ça qui compte, des ressources pérennes, durables, visibles, stables pour les collectivités et dynamiques, c'est le cas de la TVA. Demain, on peut imaginer des systèmes pour le département, on peut imaginer des dispositifs différents pour les métropoles, pour le bloc communal, commune-intercommunalité. On évoque une taxe sur le foncier bâti pour les petites communes. On peut l'imaginer, ça supposerait une révision évidemment des bases locatives, mais très franchement, je pense qu'on peut, si tout le monde veut bien travailler dans la concertation de manière objective, positive, pour essayer de construire un système qui soit visible et qui donne satisfaction aux collectivités, je pense qu'on peut y arriver, encore une fois, avec des dispositifs différents suivant les niveaux de collectivité. Non, mais je crois que c'est un rappel utile que Bernard Delcros vient de faire sur la suppression de l'ATP, qu'on a remplacé par la CVAE, taxe professionnelle effectivement, évitons de jargonner, qui est un impôt dynamique et qui, effectivement, alimentait les budgets des collectivités. On a perdu beaucoup d'argent avec cette suppression de taxes professionnelles et on a remplacé ça par la contribution sur la valeur ajoutée, dont les collectivités ne maîtrisent pas le taux. Mais qui est dynamique aujourd'hui. Voilà, mais pour autant qu'ils ne règlent pas tout, et la contribution foncière d'entreprise, et là, c'est les collectivités qui décident. Mais c'est la part infime, c'est la part la moins dynamique. Donc effectivement, il faut une fiscalité qui s'appuie aussi sur la production de richesse. C'est pas scandaleux, et c'est nécessaire. Moi, je vais quand même dire à mon collègue qu'en 2009, les recettes de TVA de l'État se sont effondrées de 25% en une année avec la crise. Quand on nous dit la TVA, c'est la recette miracle pour les collectivités locales, stable et dynamique, alors mon cher collègue, attention à ce qui s'est passé dans le passé. Et encore une fois, je
Je pense qu'il faut... Oui, mais pour les communes, alors pour le coup, et pour remplacer la taxe d'habitation... Pour les métropoles, on nous dit que ça prendrait la forme d'un impôt métropolitain. Moi, je veux un impôt où il y a un lien direct entre le citoyen et la commune. La TVA, il n'y a pas de lien. Ça dépend effectivement de la conjoncture économique et des décisions de l'État. Il nous manquerait ce lien, et ce lien est important. Mais on n'a pas parlé de TVA pour le bloc communal. Hein. Claude Raynal. Certains, si, ont parlé de TVA. Non, moi je crois que être lié à la croissance et éventuellement aux difficultés à la décroissance, c'est un vrai sujet. Mais de toute façon, c'est déjà le cas. Quand il y a décroissance, bien les collectivités sont appelées de toute façon en diminution de ressources. Donc moi, je crois qu'avec des systèmes et avec des précautions, avec des systèmes de garantie qu'il faut étudier, je crois qu'en tout cas c'est une piste qu'il faut envisager très sérieusement. Philippe Dallier, on a parlé de la suppression de la taxe d'habitation. On voit que c'est un véritable casse-tête. Il y a aussi cette notion de contractualisation qui a été proposée par le chef de l'État entre effectivement l'État et les 300 plus grosses collectivités territoriales. Est-ce que vous êtes favorable à cette disposition ? Au principe, oui, je suis favorable au principe. Maintenant, ça ne sera pas une nouvelle contrainte ? Il va falloir voir comment les choses s'écrivent. Et un contrat, il doit être signé par les deux parties avec un accord des deux parties. Donc c'est là où il y a quelques inquiétudes. Et moi, je préfère largement cette méthode au coup de rabot que nous avons subi 4 années consécutivement sous le quinquennat Hollande. Donc là, la porte est ouverte et on va pouvoir surtout regarder les choses au cas par cas. Et c'est ça la grande différence avec ce qui a été fait dans le passé, collectivité par collectivité. Donc le gouvernement a fait preuve, j'allais dire, de bonne volonté dans ce domaine-là. On verra comment les choses se concrétisent, mais je pense que la méthode est bonne. Claude Raynal. Un petit mot juste pour dire que quand on reparle, vous voyez, de dire est-ce qu'il faut faire une taxe qui lie, tout ça, on peut l'imaginer, qui lie finalement l'utilisateur du service public à la commune, tout ça est très beau. Mais dans la réalité, quand il existe des taxes sur les ménages, les bases font qu'il y a une grande, si vous voulez, difficulté pour les communes. Vous avez des communes qui ont des bases extrêmement importantes et pour lesquelles taxer peut se faire petitement avec des grandes ressources, et puis d'autres pour lesquelles les résultats sont extrêmement faibles. Donc il ne faut quand même pas tout monter sur l'idée de faire ce lien qui intellectuellement est intéressant, mais qui concrètement ne marche pas. Et puis, il est démocratiquement intéressant. Et puis sincèrement, que chacun regarde ce qui s'est passé aux élections de 2014, qu'on regarde les programmes, et on verra que 90% des maires ont dit on n'augmentera pas les impôts. Donc c'est pas la peine de créer des taxes si on ne peut pas augmenter les impôts. Bernard Delcros, sur cette idée de contractualisation, certains redoutent une nouvelle contrainte si effectivement c'est lié aux efforts demandés de maîtrise des dépenses. Moi je trouve que le principe de la contractualisation est le meilleur dispositif qui peut être proposé aux collectivités. Pourquoi ? Ça permet d'abord, c'est une discussion qui est engagée avec les collectivités. Deuxièmement, le principe de la contractualisation, il y aura un contrat qui sera signé entre l'État et chacune de ces 319 collectivités, ce qui veut dire qu'on pourra adapter les dispositifs aux collectivités. On comprend bien que la situation n'est pas du tout la même, par exemple, dans tous les départements de France. Je arrive d'un département, le Cantal, qui est aujourd'hui extrêmement pénalisé par, d'un côté, la montée en charge des allocations individuelles de ressources, notamment l'APA, plus que la PAC, le RSA d'ailleurs, dans un département dont la démographie diminue. Donc il y a une augmentation des charges plus importante que les recettes, des charges qui sont subies et sur lesquelles le département n'a aucune prise. On ne va pas contractualiser de la même façon dans ce département-là et dans d'autres régions qui connaissent la croissance démographique et économique. Deuxièmement, je trouve que c'est extrêmement intéressant et utile, pertinent, opportun de l'avoir ciblé sur les 319 plus grandes collectivités. Pourquoi ? Parce que ce sont elles qui portent à peu près les 2/3 de la dépense publique des collectivités et de l'endettement. Vous avez des petites communes qui ont 100, 150 habitants. On ne va pas aller voir ces petites communes pour expliquer qu'il ne faut pas qu'elles augmentent trop leurs dépenses de fonctionnement. De toute façon, elles ne le peuvent pas. Donc, on vient cibler, contractualiser avec ces 319 collectivités. Je trouve que la méthode est intéressante. Et d'ailleurs, j'ajoute, contrairement à tout ce qui a été dit pendant des mois, il ne s'agit pas de diminuer les dotations de 13 milliards. Il s'agit de... attendez. Tout est dans la sémantique. Alors expliquez-nous, Bernard Delcros, allez-y. Quelqu'un va payer. Il ne s'agit pas de diminuer les dotations, ça n'est pas la vérité de dire ça. Il s'agit de limiter l'augmentation des dépenses de fonctionnement de ces 319 collectivités. On limite l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Alors il y aura un objectif effectivement de croissance des dépenses qui ne devra pas dépasser 1,2% par an. Mais je crois qu'il va falloir changer la Constitution un jour. La Constitution garantit le concept de libre administration des collectivités territoriales en leur garantissant les ressources financières. Mais là, on n'est plus du tout dans ce cas-là. Je ne comprends pas et je conteste cet acharnement systématique à l'endroit des collectivités. Ça fait partie des réformes structurelles demandées par Bruxelles, les marchés financiers et d'autres. Réduisez vos dépenses. Les collectivités, rappelons-le, ne sont en rien responsables de l'endettement de la France.
8% de la dette totale, investissent encore à plus de 70% dans les territoires, et nos emprunts sont remboursés à l'euro près. Et nous, on n'emprunte pas pour payer l'électricité. Voilà, ça suffit cet acharnement. Alors, on est dans une république qui est constituée ainsi et qui est un atout pour notre population. Il ne faut jamais l'oublier. Claude Raynal, est-ce qu'Emmanuel Macron a une vision trop recentralisatrice justement en matière de fiscalité selon vous? On peut le dire, oui. On peut le dire. Il y a des objectifs qui sont clairs. L'objectif, effectivement, est une baisse de la dépense publique, mais cette baisse de la dépense publique est d'abord davantage demandée aux collectivités qu'à tout autre, et surtout à l'État lui-même. Bon, ça c'est clair. Bon, il y a une habileté dans la présentation, on le voit aujourd'hui, ça permet encore pendant un an de tenir un discours de souplesse, etc. Mais après, on va être dans la vérité des prix. Et puis la vérité des prix, elle montrera que dire que vous devez dépenser comme l'inflation, c'est-à-dire autour de 1%, c'est intenable pour les collectivités, sauf à diminuer grandement le service public de proximité. Et c'est ce qui va se produire. C'est ce qui va se produire. Donc, effectivement, habileté, oui, mais pour ce qui est des résultats, je ne partage pas l'analyse de Bernard Delcros. Philippe Dallier, on dit que Gérard Larcher a aussi beaucoup œuvré pour qu'il y ait une sorte de New Deal entre les élus locaux, Emmanuel Macron. Il y a de l'habileté aussi de la part du président du Sénat, avec quelques contreparties, nous dit-on, sur la révision constitutionnelle. Écoutez, je n'en sais rien. En tous les cas, effectivement, le président de la République était venu ici au Sénat au mois de juillet. Vous vous souvenez qu'il a prononcé un discours qui avait intéressé les élus. Bon, le mois d'août a été beaucoup plus difficile, puisque les décisions prises... Prochain rendez-vous le 14 décembre à Charleville-Mézières. Il y a Charleville-Mézières. Une nouvelle conférence des territoires. Nous jugerons sur les actes, mais c'est vrai que le sentiment de beaucoup d'élus locaux, c'est qu'il y a une recentralisation qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que Bercy a pris les commandes et on continue effectivement à demander aux collectivités territoriales des efforts qui sont très lourds. Les 13 milliards, moi je prends le pari qu'on ne les trouvera pas, et dans 2-3 ans, effectivement, le gouvernement reviendra, et là, ça sera le bâton. Alors, je le pense, parce que 13 milliards supplémentaires après les 11 milliards que nous avons subis, franchement, ça va être extrêmement difficile, d'autant plus qu'on va regarder les choses au cas par cas, ce qui est une bonne chose. Et on s'apercevra assez vite que beaucoup de collectivités sont tellement à l'os qu'elles ne pourront pas rentrer dans les critères qu'on demande. Et les difficultés vont venir, à mon avis, dans 2 ou 3 ans. Bernard Delcros, est-ce qu'il y a une menace sur l'autonomie financière des communes? Vous savez, moi, je suis très réservé sur la question de l'autonomie fiscale des collectivités. Parce que l'autonomie fiscale des collectivités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est autonome de prélever l'impôt dans son territoire. Sauf que moi, j'arrive d'un territoire où si on n'avait que l'impôt qu'on prélève dans notre territoire pour vivre, eh bien, on ne pourrait pas faire vivre nos territoires. On a besoin de solidarité nationale. Et donc, la question de l'autonomie fiscale des collectivités, ça ne peut pas suffire. C'est comme ça, en affichage, ça paraît très bien. Mais ça ne peut pas suffire Il y a déjà de la à préserver les équilibres territoriaux dans notre pays. Voilà. Et moi, je reviens sur la question de la contractualisation des 13 milliards, je préfère qu'il y ait un dispositif de contractualisation qui sera discuté avec ces collectivités sur une limitation des augmentations de dépenses de fonctionnement, une limitation des augmentations de dépenses de fonctionnement, qu'avoir une baisse linéaire de la dotation de fonctionnement comme on a pu le connaître. On n'est pas du tout dans le même dispositif, on n'est pas du tout dans la même approche et on n'est pas du tout dans la même contrainte pour les collectivités. Et il faut bien noter que Bernard Delcros n'est pas concerné par la mesure en question. Il n'est pas dans les 319 collectivités le département, bien sûr concernées. que si, mais bien sûr que si, le département du Cantal est tout à fait concerné. Le département du Cantal, mais c'est pas les métropoles, c'est pas les grandes communes, bon, etc. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement limité. Non, il y a un vrai sujet. Moi, je partage, excusez-moi, l'avis plutôt général, qui est plutôt de dire qu'on aura énormément de difficultés à remplir en fait les objectifs, que de toute façon on va voir déjà que la signature des conventions va être très compliquée et qu'il va falloir établir des critères et des méthodes qui vont être extrêmement fines. Alors donc sur le papier ou dans l'idée, le concept est intéressant, mais quand on va s'approcher de la contractualisation, j'ai peur que l'on déchante. Éric Bocquet, on a commencé ce débat et finalement tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait une refonte de cette fiscalité locale. C'est aussi la garantie justement de cette autonomie fiscale des communes, selon vous? Non, on n'est pas parti pour ça. On demande, en fait, le choix qu'on propose aux communes, c'est la corde pour être pendue ou la chaise électrique. C'est ni l'un ni l'autre. C'est le développement, c'est la vie. Vous avez parlé du New Deal. Les années 30 aux États-Unis, Roosevelt, il avait créé une tranche d'impôt à 92% qui a fait hurler qui on imagine, mais qui a duré pendant 50, 60 ans et qui a permis aux États-Unis de se développer. Ici, on vient de supprimer l'ISF et la taxation des transactions financières. Il y a quelques ressources qu'on pourrait solliciter pour développer les territoires, les communes, les collectivités, et ça ferait plaisir à tout le monde. Philippe Dallier, c'est l'accord de la chaise électrique, vous avez cette même vision?
Vous voulez un petit peu plus je ne serais pas aussi d'optimisme quand radical même. que mon collègue communiste. Je dirais que la méthode est meilleure, mais que l'objectif est encore plus dur que ce que nous avons subi sous le quinquennat précédent. 13 milliards au lieu de 11 et 13 milliards concentrés sur un nombre de collectivités plus réduites. Voilà ce qui me fait dire que ça va être extrêmement difficile. Et là, le gouvernement n'en a pas fait mystère. Si les objectifs ne sont pas atteints, il y aura le retour de bâton. Donc ne racontons pas de blagues. On n'est pas au pays des bisounours. Ouais. Il y aura C'est le une retour de approche bâton. pragmatique aussi du chef de l'État. Certains la saluent. Non, pragmatique, moi je ne sais pas ce que ça veut. Enfin, en l'occurrence, je ne la qualifierais pas de pragmatique. Elle est meilleure en termes de méthode, plus ouverte, peut-être plus consensuelle, si ce n'est que l'objectif est trop dur et s'il est inatteignable, même si la forme est meilleure, le résultat sera le même au bout du compte. Et c'est vraiment ce qui m'inquiète. Cette vision, Bernard Delcros, est-ce qu'elle est compatible avec la diversité des territoires franchement, français? en toute objectivité, on ne peut pas mettre sur le même plan les 11 milliards et demi de baisse dotation, de baisse de DGF. C'est-à-dire que chaque année, les maires, quand ils recevaient leur dotation, la DGF, il y avait une baisse. Les 11 milliards de baisse de DGF qui ont touché les 36 000 communes, pour faire simple, de France, avec les 13 milliards, qui sont demandés ici, qui ne sont pas une baisse de DGF, qui vont concerner seulement 300 grandes collectivités en France, auxquelles on ne va pas baisser la DGF, auxquelles on va demander d'augmenter moins leurs dépenses de fonctionnement. On peut être d'accord ou pas d'accord. On ne peut pas mettre ces deux mesures sur le même plan parce que ça n'est pas la même chose et ça ne concerne pas les mêmes collectivités. Ça veut dire quand même que l'année prochaine, il y a 35 000 collectivités en France qui ne verront aucune baisse de DGF et auxquelles on ne demandera rien du tout. Vous savez, on ne peut pas comparer les époques. Moi, je veux bien tout. Hein. Mais en 2013, quand le président Hollande a été obligé de lancer cette procédure des 11 milliards sur 3 ans, eh bien, on était dans un climat très particulier. On avait 5,2% de déficit, on avait 0,2% de croissance, donc aucune croissance, et il y avait, si vous voulez, une difficulté par rapport aux emprunts pour pouvoir trouver des emprunts à des taux corrects. Donc c'était une mesure d'urgence. Elle a été faite de manière urgentissime et on se souvient parfaitement de l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a une croissance qui est à 1,7, 1,8%. On a un déficit public qui est à 3%. Donc, c'est plus un sujet immédiat, en tout cas, de difficulté. Donc, on peut faire de manière plus propre, si je puis dire, plus souple. Bon, mais évidemment, on peut être plus habile quand on n'a pas la pression des marchés financiers, comme on l'a eu lorsqu'on a repris les affaires après les amis de M. Dallier. C'est un jeu entre nous deux. Hein. Donc je lui répondrai qu'en 2009 et en 2011, il y a eu une crise que personne d'autre ici n'a eu à gérer. Que d'ailleurs on n'a jamais emprunté aussi peu cher pendant toute la période Hollande, donc ne racontons pas de bêtises. Maintenant, regardons devant nous de deux choses l'une. Soit la croissance qui semble être de retour au niveau européen et mondial permettra au gouvernement d'assouplir ce qui a été annoncé aujourd'hui. Soit ça ne sera pas le cas et pour beaucoup de collectivités territoriales, ça sera extrêmement difficile et quasiment impossible pour un certain nombre d'entre elles. C'est ça la réalité. Et je redis à Bernard Delcros que 13 milliards, c'est plus que 11 et on a beau l'habiller autrement, c'est la même chose. Voilà, on dit aux collectivités, soyez gentils, veuillez bien de vous-même diminuer sur le tendanciel vos dépenses de 13 milliards au lieu de couper les cordons. Mais 13, c'est plus que 11. Il y a quand même 35 000 collectivités en France qui ne sont pas concernées par ce sujet. Mais pour les autres, ça sera pire, les 13 milliards, que les 11 pour tout le monde. Eh bien, merci. Merci à tous les quatre d'être venus en débattre sur ce plateau. On va retourner justement dans l'hémicycle. Nous attend Saveria Roja qui suit pour nous les débats autour de ce projet de loi de finances. Saveria, où en est-on dans la discussion cet après-midi? Eh bien, les sénateurs, Delphine, examinent toujours les crédits de la mission, bien sûr, relation avec les collectivités territoriales. Ils devraient rejeter les crédits de cette mission tout en discutant sur plusieurs dizaines d'amendements. Des amendements qui concernent notamment la suppression de la réserve parlementaire. Et ils ont adopté un amendement présenté par Hervé Maurey au nom du groupe centriste qui recrée ni plus ni moins la réserve parlementaire. Cet amendement adopté donc affecte en fait les crédits de la dotation de soutien à l'investissement local aux communes de moins de 2000 habitants. Le montant, il sera de 86 millions d'euros, soit exactement le montant
montant de la réserve parlementaire récemment supprimé, bien sûr. Alors ces fonds permettraient notamment de soutenir l'équipement rural et puis bien sûr les petites communes en difficulté. Ils seraient distribués, ils seraient affectés, ces fonds, directement par les parlementaires, tout comme l'était cette fameuse réserve parlementaire. Voilà donc pour cet amendement, je le rappelle, qui a donc été adopté, qui recrée cette réserve parlementaire, une réserve supprimée bien sûr dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans la vie politique. Merci à vous, Saveria, pour ces précisions. La justice met un coup d'arrêt à l'encadrement des loyers à Paris. Motif, le périmètre géographique retenu n'est pas le bon. Coup dur pour les locataires dont les loyers peuvent être revus à la hausse dès aujourd'hui. Cécile Sixou. Retour à la case départ. L'encadrement des loyers à Paris s'est terminé. La justice a tranché pour être conforme à la loi. La mesure devrait s'appliquer aux 412 communes de l'agglomération parisienne et plus uniquement à la capitale intramuros. Le gouvernement a décidé de faire appel de cette décision. Nous ferons appel à Paris pour une raison simple, c'est que vous avez connu une inflation des loyers très importante à Paris depuis 15 à 20 ans, que ça devient difficile pour les classes moyennes de pouvoir se loger à Paris, y compris avec des salaires, même pour des classes moyennes supérieures, avec des salaires qui sont importants. Quand vous avez par exemple un couple avec 2 jeunes enfants, pour se loger à Paris, ça devient extrêmement compliqué. Paris ne peut pas être une ville qui se gentrifie et réservée à quelques-uns. Le dispositif appliqué depuis 2015 à Paris obligeait les propriétaires à ne pas dépasser de 20% des loyers de référence fixés par la loi. 2 ans après, près de 30% des bailleurs ne respectaient pas cette limite. Par ailleurs, la loi initialement destinée aux zones tendues avait du mal à se déployer dans d'autres villes. Seule Lille l'avait adoptée en février dernier, mais a dû l'abandonner le mois dernier pour les mêmes raisons qu'à Paris. Pour Cécile Duflot, auteure de la mesure, ce n'est pas la loi qui ne marche pas, mais son application qui n'a pas été respectée. La loi Allure, elle a été sabotée par le Premier ministre d'alors, en août 2014, qui a dit on va l'appliquer de manière expérimentale. C'est pas ce que dit la loi. Et le tribunal a dit la loi doit s'appliquer sur l'ensemble de l'agglomération et sur les 28 agglomérations où elle est utile. Et c'est simplement ça qu'il faut faire, appliquer la loi Allure, tout simplement. Cécile Duflot demande au gouvernement une mesure d'urgence, un sursis à exécution qui permettrait de ne pas appliquer la décision de justice en attendant la parution d'un nouveau décret. Et on va tout de suite retrouver Tam Trani, toujours en direct de la salle des conférences, avec le sénateur Les Républicains du Nord, Marc-Philippe Daubresse. C'est à vous, Tam. Oui, Marc-Philippe Daubresse, ancien ministre du Logement. La justice vient donc d'annuler l'encadrement des loyers à Paris après Lille. C'est un dispositif que vous avez beaucoup critiqué. J'imagine que vous êtes satisfait. Oui, parce que c'est un dispositif idéologique qui n'a d'ailleurs aucune efficacité. Les chiffres dont on dispose aujourd'hui le démontrent. Et en même temps, c'est un dispositif sur le plan législatif totalement bancal, où quelque part, il fallait installer un observatoire des loyers sur une agglomération et non pas sur une ville. Et donc, à juste titre, le tribunal administratif, à Lille comme à Paris, a retoqué ce dispositif. Donc, c'est pas une surprise pour moi. Vous ne pensez pas que l'encadrement des loyers a permis de contenir les prix à Lille et à Paris ? C'est exactement le contraire qui se produit. En fait, quand vous regardez les statistiques, quand j'étais ministre du Logement il y a 12 ans, on avait 4% d'augmentation de loyers par an. Aujourd'hui, vous avez à peu près 0,3%, c'est-à-dire moins que l'inflation. Et à Paris, vous avez plus de 1,1%. Et en fait, le signal qui a été donné aux investisseurs, c'est qu'ils ont mis moins de loyers, d'appartements sur le marché. On a une baisse de 7% cette année des mises en location. Donc il y a moins de logements sur le marché, c'est le seul effet que ça a produit. Et les endroits où le loyer a le plus baissé, c'est dans l'Ain, dans l'Ardèche, dans la Corrèze et dans les Vosges, c'est-à-dire pas tout à fait à Paris. Donc ça a été un flop total, cette mesure. Alors du coup, que proposez-vous pour répondre à ce problème quand même des loyers trop élevés en zone tendue ? Pourquoi aujourd'hui on a moins de logements sur le marché, on a moins de loyers, les loyers augmentent relativement peu contrairement à ce que la pensée répandue? C'est parce qu'il y a moins de pouvoir d'achat, parce que les gens sont plus pauvres et ont moins de ressources qu'avant. Bon. Donc d'une part, il faut des mesures pour le pouvoir d'achat et d'autre part, il faut augmenter l'offre. Quand est-ce qu'on a réussi à faire baisser significativement les loyers? Excusez-moi de vous le dire, c'est quand M. Borloo et moi nous étions en charge. On avait augmenté de 50% la construction dans le pays, il y a donc une offre beaucoup plus importante. Les loyers qui étaient à plus 4% sont redescendus, je vous dis aujourd'hui, à 0,3%. Donc en fait, il faut une offre de logement beaucoup plus importante et arrêter de faire des mesures idéologiques.
Marc-Philippe Daubresse, un mot sur le début de compromis trouvé entre les sénateurs et le gouvernement avec la hausse de la TVA sur la construction de logements sociaux, cela pour compenser la baisse des loyers des organismes HLM, tout ça consécutive à la hausse des APL, un dispositif assez complexe, issu d'un amendement de votre collègue Philippe Dallier. Est-ce que c'est pour vous satisfaisant ? Écoutez, c'est mieux que si c'était pire. D'abord, c'est satisfaisant que des sénateurs du groupe Les Républicains, Philippe Dallier, qui est un homme de grand talent, et d'autres du groupe Union Centriste aussi, permettent d'aboutir à un compromis, puisqu'on allait prélever brutalement plus d'1 milliard d'euros sur l'argent des HLM, c'est-à-dire de l'argent qui n'aurait pas mis dans leur investissement. On peut parler de la politique de la ville. Par exemple, M. Macron parle de la politique de la ville. Comme les 3/5 sont financés par la HLM, si vous leur coupez l'oxygène, évidemment qu'ils vont pas pouvoir le financer. Donc il fallait rétablir ça. Il y a eu un compromis, c'est-à-dire que ce que je regarde, c'est que c'est quand même encore une mesure comptable, quoi. C'est-à-dire que pour que l'État ait un déficit moindre, eh ben quelque part, on va baisser un petit peu moins que prévu les loyers, mais on va augmenter la TVA. La TVA, je l'ai négociée quand j'étais ministre à 5,5%. Vous la portez à 10%, c'est un moindre mal, mais ça aura quand même des impacts sur l'ensemble de l'activité dans le secteur du logement et de la rénovation du logement. Donc ce n'est pas une bonne mesure, mais elle est meilleure que ce qu'avait proposé le gouvernement. Est-ce que vous pensez que le secteur HLM reste en danger ? Le secteur HLM est en grand danger et derrière le secteur HLM, parce qu'on veut aussi prélever beaucoup d'argent sur la caisse de garantie des logements sociaux, il y a les collectivités locales. Et si on doit faire appel à la garantie des collectivités locales, là c'est plus seulement le danger des HLM, c'est tout le pan de financement des collectivités locales qui s'effondre. Donc attention, warning comme on dit dans les films d'action. Merci beaucoup Marc-Philippe Daubresse d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Yann Brossat, adjoint au maire de Paris en charge du logement, et mon invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Yann Brossat. Bonjour Delphine Girard. Le gouvernement veut faire appel de ce jugement. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez encore espoir de voir cette mesure de l'encadrement des loyers prolongée ? J'y compte bien, parce que je sais que l'encadrement des loyers a eu des effets extrêmement positifs à Paris, contrairement à ce qu'a dit Marc-Philippe Daubresse à l'instant. L'encadrement des loyers nous a permis de contenir les loyers dans la capitale. Vous savez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant l'encadrement des loyers, avant 2015, les loyers explosaient. Ils avaient progressé de 50% en 10 ans. Depuis l'encadrement des loyers, nous avions enfin un peu de stabilité sur le niveau des prix. Et donc il faut impérativement que le gouvernement fasse tout pour que cette mesure puisse continuer à s'appliquer. Mais il y a des chiffres contradictoires puisque visiblement à Lille, bien malgré cette mesure, eh bien, les loyers ont été en augmentation. Vous savez, chaque situation est spécifique. La situation du logement à Paris est d'ailleurs une situation bien particulière. Aucune ville en France ne connaît une telle tension sur le marché immobilier. Paris est par ailleurs une ville très dense, c'est la ville la plus dense d'Europe. On a peu de possibilités de construire des immeubles neufs. Le choc de l'offre à Paris, ça ne veut rien dire. On ne va pas construire des dizaines de milliers de logements à Paris. Il n'y a pas la place pour les construire. Donc, dans une ville comme la nôtre, la question de la régulation des prix est une question fondamentale. Si on laisse faire la loi de l'offre et de la demande, on sait très bien ce qui va se passer, les classes moyennes vont devoir partir. Et donc l'encadrement des loyers est une mesure essentielle pour maintenir les classes moyennes dans la capitale. Julien Denormandie, qui est le secrétaire d'État auprès de Jacques Mézard, ministre du Logement, dit qu'il faut aller au bout de l'expérimentation afin d'évaluer l'efficacité de cette mesure. Ça prouve bien qu'il y a encore débat autour de l'efficacité de l'encadrement des loyers. Non, mais que Julien Denormandie ne soit pas encore totalement convaincu par l'encadrement des loyers, c'est possible. Moi, ce que je constate... Emmanuel Macron ne l'est pas non plus, oui. il a toujours dit, je n'y crois pas. Parce que ces gens sont très attachés à leurs lunettes idéologiques et que l'idée que les pouvoirs publics puissent intervenir sur le marché est une idée qui manifestement les dépasse. Mais la réalité, très concrètement, c'est que 30% des baux à la relocation ont baissé grâce à l'encadrement des loyers. Et ceux qui ont profité de ces baisses de loyers, ce sont notamment des jeunes actifs qui vivent dans des petites surfaces. Aujourd'hui, vous savez, quand vous vivez dans des petites surfaces, vous avez une forme de double peine. Non seulement vous avez les prix au mètre carré qui sont les plus élevés, mais en plus, vous vivez souvent dans des logements inconfortables. Eh bien, l'encadrement des loyers a permis de raboter ces loyers qui étaient abusifs. Franchement, c'est plutôt une mesure positive. Et puis, disons-le très honnêtement aussi, que veulent ceux qui militent aujourd'hui pour la suppression de l'encadrement des loyers? Souhaitent-ils que les loyers augmentent? J'ai vu notamment ce que disent un certain nombre d'associations de propriétaires qui disent « c'est très bien, ça va nous permettre d'augmenter les loyers ». Qui considère aujourd'hui qu'il faut augmenter les loyers à Paris? Moi, je le dis très franchement,
augmenter les loyers à Paris, c'est faire fuir les classes moyennes. Moi, je ne veux pas ça. Les propriétaires disent également que ça va permettre de pallier la pénurie de logements en remettant certains logements vacants que les propriétaires ne voulaient pas louer sur le marché. Ça n'est pas ce que nous avons constaté. Moi, je me souviens d'ailleurs des débats qu'il y avait il y a 3 ans, au moment du vote de la loi Allure. On nous expliquait que l'encadrement des loyers allait avoir des conséquences désastreuses sur le marché immobilier, que des milliers de logements allaient être retirés de la location. Ce n'est pas du tout ce que nous avons constaté à Paris. Par ailleurs, le secteur de l'immobilier et notamment de la construction se porte plutôt bien dans la capitale. Simplement, il faut avoir le courage de poursuivre sur l'encadrement des loyers et de mettre en œuvre cette mesure pragmatique. D'ailleurs, tous les sondages montrent que 3/4 des Parisiens soutiennent l'encadrement des loyers. J'ai même vu qu'une enquête avait été faite par En Marche auprès de ses sympathisants et que l'encadrement des loyers est plébiscité par les sympathisants d'En Marche. Donc il faut être pragmatique et appliquer cette mesure. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas une fragilité du dispositif? Déjà à la base, on se souvient qu'il y avait son champ d'application qui avait été restreint par Manuel Valls. Sans doute, c'est la raison pour laquelle il faut clarifier la situation. Et j'en appelle au gouvernement. Aidez-nous à appliquer l'encadrement des loyers là où il y a des maires qui souhaitent l'appliquer. Après tout, les maires, les élus locaux sont sans doute les mieux placés pour savoir si ce dispositif peut fonctionner sur leur territoire ou pas. Moi, je peux vous dire une chose, à Paris, c'est nécessaire. Il faut que ça soit étendu à la banlieue parisienne, aux communes de l'Île-de-France. C'est d'ailleurs pour ça que cette décision a été annulée par la justice. Sans doute, sauf que cette décision est absurde, puisque ce que dit le tribunal administratif, c'est qu'il faudrait que l'encadrement des loyers s'applique à l'échelle de la métropole. Le résultat de la décision du tribunal administratif, c'est que non seulement l'encadrement des loyers n'est pas appliqué à l'échelle de la métropole, mais il ne s'applique plus à l'échelle de Paris, là où les loyers sont les plus abusifs et là où l'encadrement des loyers est nécessaire. Donc l'élargir, pourquoi pas? L'élargir notamment aux villes de la métropole qu'ils souhaitent, moi j'y serais tout à fait favorable, mais en attendant, il faut qu'il s'applique à Paris parce que c'est là qu'on en a le plus besoin. Ce dispositif n'était pas forcément respecté par les propriétaires. C'est vrai, mais il avait quand même permis cette stabilité des loyers. Je note d'ailleurs que dans d'autres villes de France qui n'avaient pas l'encadrement des loyers, pendant la même période, pendant ces 2 dernières années, il y a eu des hausses très importantes. C'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Nice, c'est le cas à Montpellier. Donc l'encadrement des loyers, malgré ses insuffisances et bien qu'un certain nombre de propriétaires ne le respectaient pas, eh bien, il avait quand même un certain nombre d'effets très positifs qui soulageaient le pouvoir d'achat des classes moyennes. Très concrètement, quelles sont les conséquences aujourd'hui pour les locataires à Paris? Certains redoutent des effets rétroactifs. Cette décision pourrait effectivement ouvrir la voie à des recours indemnitaires des propriétaires. C'est une possibilité. Et puis surtout, le risque, c'est qu'au moment où les logements seront reloués à un nouveau locataire, le propriétaire en profite pour augmenter les loyers par rapport aux locataires précédents. Et donc le risque, c'est que Paris renoue avec la flambée des loyers. Nous y avions mis un terme grâce à cette mesure. Moi, je ne veux surtout pas qu'on entre à nouveau dans une dynamique qui ferait flamber les loyers parisiens. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes inquiets, mais déterminés à faire en sorte que le gouvernement prenne ses responsabilités et nous permette d'appliquer l'encadrement. Les propriétaires pourraient justement, je le disais, s'estimer lésés, et c'est par cette réglementation qui est appliquée depuis 2 ans maintenant, et ils demanderaient des indemnités forfaitaires aux locataires. C'est un risque? En tout cas, c'est un risque qui existe et qui, moi, me préoccupe. C'est la raison pour laquelle le gouvernement doit très très vite clarifier la situation et éviter qu'on en arrive à cette situation-là. Quels sont les recours aujourd'hui? On dit qu'il n'y a plus que la voie parlementaire. Finalement, il faut une nouvelle loi pour permettre cet encadrement des loyers. Il se trouve que le gouvernement a de toute façon prévu une loi logement pour début 2018. Et moi, je souhaite que le gouvernement profite de cette nouvelle loi sur le logement pour clarifier la situation et pour nous permettre d'appliquer l'encadrement des loyers. J'en appelle vraiment au gouvernement. Il faut que chacun se rendre compte des conséquences que la suppression de l'encadrement des loyers aura sur les classes moyennes parisiennes. On a parlé des locataires. Si on revient aussi aux propriétaires, on nous dit que plus de 20 000 biens ont été retirés du marché finalement pour être mis sur des plateformes de location saisonnières suite à cet encadrement des loyers. Que répondez-vous? Tout ça n'a rien à voir avec l'encadrement des loyers. Vous savez, j'étais à Barcelone il y a 10 jours pour travailler sur cette question d'Airbnb et de la régulation des locations touristiques. Il n'y a pas d'encadrement des loyers à Barcelone et il y a une explosion des locations touristiques. Toutes les grandes villes touristiques et attractives du monde, c'est le cas à Barcelone, c'est le cas à New York, c'est le cas à San Francisco, où il n'y a pas d'encadrement des loyers, sont confrontés à ce phénomène-là. Donc dire qu'il y a une corrélation entre les deux, de mon point de vue, c'est tout à fait faux et tout à fait injuste. Ouais. Est-ce qu'il faudrait l'étendre, ces expérimentations, à d'autres territoires? On parlait de Lille tout à l'heure. Ça impacte le dispositif parisien, selon vous? Pourquoi pas, mais moi je pense vraiment qu'il faut tenir compte de l'avis des élus locaux. Les élus locaux sont quand même les mieux placés
pour savoir ce qui est bon pour leur territoire. Ouais. C'était une mesure phare du quinquennat de François Hollande. Comment expliquez-vous qu'elle n'ait pas été suffisamment peut-être débattue et encouragée par le gouvernement actuel? Non, je pense surtout qu'il y a eu un lobbying très fort dès le vote de la loi Allure pour briser l'encadrement des loyers. Et c'est d'ailleurs à l'époque la ville de Paris qui avait beaucoup insisté pour que l'encadrement des loyers s'applique dans la capitale. Nous étions un certain nombre autour d'Anne Hidalgo à l'époque demander à Manuel Valls de tenir bon face au lobby qui nous demandait de renoncer à l'encadrement des loyers. Et la réalité, c'est que le gouvernement a renoncé à l'appliquer partout, sauf à Paris et un peu plus tard à Lille. Et donc bien sûr que ce lobbying a eu un certain effet, notamment auprès d'Emmanuel Macron et d'un certain nombre de cercles dirigeants qui ont une oreille attentive lorsque ces lobbies s'expriment. On le disait, il faut peut-être que le Parlement se saisisse de ce sujet. Pour une nouvelle loi, il faudra qu'elle soit davantage coercitive, notamment auprès des propriétaires, je le disais, qui ne respectaient pas forcément ce dispositif. Il faut sans doute réfléchir à des moyens de contraindre les propriétaires à appliquer l'encadrement des loyers lorsqu'ils sont récalcitrants. La mesure était effectivement un peu complexe puisque lorsque vous étiez confronté à un loyer abusif, que votre propriétaire refusait d'appliquer l'encadrement des loyers, il fallait se tourner vers une commission de conciliation et c'est cette commission qui ensuite pouvait obliger le propriétaire à raboter le loyer. Le dispositif était compliqué, mais une chose me frappe quand même, c'est que bien que compliqué, ce dispositif a eu des effets tout à fait intéressants. Donc moi je souhaite, en attendant que l'encadrement des loyers puisse continuer à s'appliquer, et puis plus tard, si on peut aller encore plus loin, pourquoi pas. Bien, merci beaucoup Yann Brossat d'être venu sur le plateau de Public Sénat. On va retourner à présent salle des conférences avec vous, Tam Tranui. Saveria Rojek nous le disait, il y a débat en séance autour des crédits alloués aux collectivités territoriales. C'est bientôt autour des crédits dédiés à l'éducation qui vont être examinés. Et pour en parler, vous êtes avec la sénatrice socialiste de la Gironde, Françoise Cartron. Françoise Cartron, je voudrais votre réaction à ce décret préparé par le gouvernement qui semblerait faciliter le redoublement alors que cela devait rester l'exception pour Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce qu'il y a réellement un tel changement entre les deux gouvernements ? J'avoue que je suis un peu perplexe à la lecture de ce nouveau décret parce que nous passons de la situation les redoublements sont interdits sauf cas exceptionnel, ça c'était le décret Vallaud-Belkacem, à les redoublements sont autorisés, mais essentiellement dans les cas exceptionnels. Alors j'avoue que je ne vois pas trop ce que ça change, si ce n'est qu'on préconise toujours l'accompagnement personnalisé des enfants en grande difficulté ou ponctuellement en difficulté et qu'on ne prône le redoublement que si cet accompagnement a échoué. Donc moi je pense que là on est un peu dans une erreur. Cet accompagnement il est fait par les professeurs et je ne vois pas que si on a fait un accompagnement personnalisé en identifiant bien les difficultés pendant 1 an. Et si on arrive encore à un échec, je pense qu'il faut penser autre chose que le redoublement. Est-ce que vous pensez que c'est un signal qui est adressé à la communauté éducative, aux enseignants qui ont accueilli cette mesure favorablement ? Je crois, parce que je suis étonnée de l'annonce de l'accueil des enseignants. Et puis je crois sur l'échiquier politique, toutes tendances confondues. Alors est-ce que c'était le mot interdiction qui les braquait, qui faisait qu'ils le vivaient mal et qui préfèrent le mot autorisation sous condition? Bon, donc je vais qualifier ça de peut-être c'est un peu de calinothérapie pour que les enseignants ne se sentent pas dépossédés. Ça doit être ça quelque part. Un mot sur la réforme du bac qui est en train de se préparer, sur laquelle il y a des concertations. On commence à entendre un certain nombre de pistes, notamment le mélange du contrôle continu et des épreuves finales. Est-ce que ça, c'est une mesure consensuelle pour le coup ? Alors, je vais me méfier des mesures consensuelles, parce que c'est un vrai serpent de mer, cette réforme du bac. Ça fait des années qu'on en parle. Et je vais prendre le parallèle avec la réforme des rythmes scolaires. Ça faisait 20 ans qu'on en parlait, tout le monde pensait que c'était consensuel. Et dès qu'on est passé aux travaux pratiques, on a vu toutes les difficultés qui ont ressurgi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on considère que le bac tel qu'il est quand même à réformer. Et j'ai vu, il y a un sondage des parents, de tout le monde, qui disent on ne peut pas rester avec autant de disciplines, il faut se concentrer peut-être sur 3 ou 4 matières fondamentales, il faut l'alléger, mais c'est lorsqu'on va rentrer dans les travaux pratiques
quelle discipline va-t-on conserver pour l'épreuve sanctuarisée du bac sur 1 ou 2 jours? Donc là, j'attends de voir les réactions des épreuves qui n'y seront pas par rapport à celles qui y seront. Donc, moi, je pense que j'approuve totalement. Il faut vraiment faire cette réforme du bac qu'on attend depuis des années et des années. J'espère que les esprits ont évolué. J'espère qu'il y a un peu de maturité. Je crains que lorsqu'on va entrer dans le concret et dans le dur, on ait quelques peut-être manifestations d'humeur. Un immense chantier donc à venir. Merci beaucoup Françoise Cartron d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Le retour aux listes nationales pour les européennes quasiment acté. Édouard Philippe l'a annoncé ce matin au chef de parti. Un projet de loi sera soumis en 2018 aux parlementaires afin d'abandonner le système des circonscriptions multirégionales. Autre nouveauté, la possibilité de constituer des listes transnationales. Fabien Recker. Un à un, ils ont entendu Édouard Philippe ce matin. Le gouvernement veut revenir à une seule circonscription aux élections européennes et la plupart des chefs de parti s'en félicitent. Il y a des années qu'on se bat pour revenir à une élection européenne qui permettra de parler de l'Europe. Et une élection européenne qui permettra de parler de l'Europe dans le seul cadre qui vaille, qui est le cadre national. Car depuis les européennes de 2004, la France est divisée en 8 circonscriptions régionales. Avec la réforme, le scrutin proportionnel à un tour serait maintenu, mais avec des listes nationales. Une circonscription unique qui permettrait de porter le débat sur les questions européennes au niveau national. Le retour à une circonscription nationale renforce la clarté du débat pour ou contre cette Europe politique. Et bien sûr, nous ferons campagne pour. Seuls les Républicains sont hostiles à cette réforme. Ils défendent l'ancrage territorial des eurodéputés dans le mode de scrutin actuel. Pour la ministre des Affaires européennes, l'argument ne tient pas. Aujourd'hui, ils sont rattachés à un territoire et personne ne les connaît. À quoi sert un député européen? Est-ce que c'est représenter son territoire ou est-ce que c'est porter un programme européen d'un parti politique européen au niveau de Strasbourg? Je vous pose la question. L'introduction de listes transnationales est également à l'étude afin de remplacer les 73 eurodéputés britanniques qui vont quitter le Parlement européen suite au Brexit. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jean Bizet, bonsoir. Vous êtes le président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat, sénateur LR de la Manche. Merci d'être avec nous. Éric Coquerel est également sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Vous avez été reçu aujourd'hui par Édouard Philippe. André Gattolin est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Vous êtes vous-même l'auteur d'une proposition de loi sur ce sujet. On va bien sûr en parler. Jean Bizet, on a entendu à l'instant François Bayrou nous dire ça va permettre de reparler de l'Europe, cette proposition de retour aux listes nationales. Qu'en pensez-vous? À mon avis, ce n'est pas ce nouveau mode qui permettra de penser ou de parler davantage, je dirais, de l'Europe. Moi, je regrette, si vous voulez, qu'on change sans cesse ce type d'élection. Ce n'est pas parce que je vais m'aligner sur ma famille politique, je sais m'en affranchir quand il le faut. Mais c'est vrai que c'est finalement la seule formation politique, les LR, qui sont hostiles à cette proposition. Exact. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que c'est plus facile pour les plus petits partis d'avoir, je dirais, un écho au travers de ces modalités. Et là, le président de la République est assez habile, c'est-à-dire qu'il va faire, au travers de ces élections, de la politique. Et pour un parti qui n'a pas encore, je le dis en envoyant un clin d'œil à mon ami Gattolin, pour un parti qui n'a pas encore d'assises véritablement territoriales, c'est une occasion unique de faire véritablement un focus sur l'ensemble du territoire national. Vous y voyez du tripatouillage, vous, Éric Coquerel? Je n'ai pas employé ce mot. C'est ce qu'a dit Bernard Accoyer. C'est ce qu'a dit Bernard Accoyer. Du tripatouillage, le fait de revenir à une liste nationale? Non, nous sommes pour. Vont dire Édouard Philippe, ça n'a pas de rapport avec la taille des partis, puisqu'il y a au moins deux partis ici qui sont de taille importante, si on juge le résultat de leur candidat aux élections du présidentiel. Simplement, il y a 3 raisons. D'abord, on est député de la nation. Voilà, on va au Parlement européen pour représenter la France et non pas pour représenter une région. C'est une élection nationale. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, ça permettra plus de lisibilité et de débat projet contre projet, notamment par rapport à des régions, on le voit bien, qui sont redessinées sans arrêt, qui ne veulent pas dire grand-chose et où les électeurs se perdent. Donc je crois que d'avoir des listes qui s'affrontent sur un projet clair avec des têtes de liste identifiées, c'est quelque chose qui
qui est de nature, enfin en tout cas nous allons essayer de le faire, puisque nous comptons bien extrêmement politiser ce débat pour défendre des projets contre projets par rapport à l'Union européenne. Je pense que c'est une très bonne chose et nous avons dit à Édouard Philippe notre accord avec la loi qui est en devenir. André Gattolin, est-ce qu'on ne risque pas au contraire de déconnecter les eurodéputés des territoires? Alors moi je trouve que c'est absolument un faux débat parce que quand on regarde de près et quand on est sénateur déjà pour être connecté à la totalité de son département, c'est pas simple. Alors une eurocirconscription ou une région, laissez-moi rire. Après, on ne peut pas dire que ce soit le rôle de nos eurodéputés d'aller faire systématiquement la communication. Il y a des médias sociaux qui existent. Moi, ce qui m'étonne d'ailleurs au niveau du Parlement européen, vous avez au niveau des parlements français, des associations comme Regard Citoyen, qui peuvent vous dire précisément tout ce qu'a dit, tout ce qu'a fait un député ou un sénateur. Quand vous voulez trouver ce qu'a fait un eurodéputé, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Le Parlement européen ferait mieux d'améliorer sa communication. Puis, dernier élément, quand on regarde un certain nombre d'eurodéputés qui sont présentés dans certaines eurocirconscriptions, je ne citerai pas de nom, mais il y en a dans tous les partis, ils habitent à Paris ou dans la région parisienne. Donc, dire que ça va les reconnecter, l'ancien système n'a pas permis de rapprocher. Au contraire, on est sur les 3 derniers scrutins qui ont été faits avec ces eurorégions passés à moins de 43% de participation, alors que lors des 3 précédents, en moyenne, on était à plus de 48%. Donc, il y a eu un échec de cette expérience. Revenons à la réalité. De surcroît, aujourd'hui, sur 28 pays de l'Union européenne, il y en a 22 qui sont en circonscription unique, y compris les Allemands qui sont fédéralistes, considèrent que c'est une représentation de la nation à un niveau fédéral supérieur. Les Britanniques vont nous quitter, il n'y en aura plus que 5. La France va sans doute quitter ce système et les Italiens sont en train de réfléchir très sérieusement, eux aussi, à retrouver une circonscription unique. Donc, il y a une excellence européenne. Ne divisons pas notre corps électoral. Ayons un vrai débat national, parce que les eurorégions, ça a été, pour avoir fait plusieurs campagnes, un bordel incroyable pour le temps de parole. Dans certaines régions, la liste communiste ou écologiste était considérée comme une petite liste par France 3, une moyenne liste dans la région d'à côté. Donc un débat cacophonique, une inégalité de traitement, une rupture d'égalité entre les électeurs. Avec 5%, vous pouvez avoir un siège à Paris, il en faut 16 dans la région centre. Si ce n'est pas une absence d'équité pour les électeurs, c'est un vrai problème. C'est de la simplification aussi, nous dit André Gattolin. Moi, je pense, si vous voulez, que quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est vrai que les eurodéputés n'avaient pas une grande lisibilité, à part quelques grands noms d'hommes et de femmes qui, quelle que soit leur sensibilité politique, avaient ou ont beaucoup travaillé. Mais regardez, c'était surtout une occasion de remercier un certain nombre d'apparatchiks ou de recaser des gens qui n'avaient plus de lisibilité, je dirais, politique. Moi, j'avais toujours proposé que l'on copie un peu le modèle allemand et que l'on envoie à Bruxelles des gens qui faisaient carrière et qui, au bout d'un certain temps, avaient une lisibilité sur des sujets extrêmement bien précis. Ça n'a pas été le cas de la France. C'est donc pas un problème de, je dirais, de taille de circonscription. Mais M. Coquerel a dit quelque chose de très juste. Avec cette nouvelle modalité, on va politiser le débat. Et c'est bien ça que cherche le président, je dirais, Macron. Or, à l'occasion du Brexit, si vous voulez, le président Larcher m'avait demandé, ainsi qu'à Jean-Pierre Raffarin, de repenser le fonctionnement de l'Union. On a déjà commencé à écrire pas mal de textes là-dessus, et on n'évoquait pas du tout la dimension des circonscriptions. On voit très bien ce qui va se passer. Encore une fois, je dirais le mouvement En Marche, qui est un mouvement naissant, qui a généré la vague que l'on sait, a besoin, je dirais, de se démultiplier, et de repeser sur le débat national. C'est une occasion unique. Moi, je suis désolé, c'est pas comme ça que l'on doit traiter les problématiques européennes. Éric Coquerel, c'est vrai que si on politise le débat, ce scrutin de 2019 risque d'être un véritable test électoral finalement pour Emmanuel Macron. On va vraiment parler d'Europe, vous pensez, dans cette campagne ? Je ne comprends pas très bien, évidemment, que c'est un débat politique. Enfin, s'il y a bien un débat politique... vous savez, moi je suis en ce moment... Ça pourrait se transformer en référendum pour vous contre la politique. Je suis en ce moment à la commission des finances. Il y a des choses que nous voulons voter, on ne peut pas le voter parce qu'on nous dit
les directives européennes font que la France n'a pas la liberté de les voter. Donc on voit bien que c'est un débat politique et qui a évidemment des implications sur le terrain national. Donc il est temps justement au contraire de politiser le débat sur l'Europe. Là, moi je crois que les deux vont être liés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui les politiques nationales sont contraintes, que ce soit par la règle d'or budgétaire qui nous impose de ne pas dépasser 3% de déficit, que ce soit par exemple cette fameuse directive européenne qui fait que nous nous retrouvons dans la situation de rembourser 10 milliards de dividendes au nom d'une directive qui s'appelle la directive mère-fille et qui oblige le fait de ne pas imposer les filiales en France de sociétés mères à l'étranger. Enfin, tout est comme ça. Donc on voit bien que ces deux questions ne peuvent pas être disjointes. Et au contraire, je pense qu'il est temps de bien faire comprendre quelles sont les répercussions au niveau national des politiques européennes. Ça, je crois en plus que les Français le savent. Vous savez, le débat, le référendum qui a obtenu le plus d'adhésion populaire, le plus de voix, c'est le référendum sur le traité constitutionnel européen, où les gens ont voté sur un texte, personne ne pensait ils l'ont lu, et ils ont refusé le traité constitutionnel européen en 2005. Donc il y a matière à intéresser au débat sur quelle Europe nous voulons. Est-ce que nous voulons continuer cette Europe libérale? Est-ce que nous voulons, par exemple, le projet de M. Macron qui consiste peut-être à réduire l'Europe autour de valeurs, autour de l'euro, autour de la question de l'austérité, autour d'une Europe de la défense que nous jugeons belliqueuse et derrière l'OTAN? Tout ça, ça va être des débats nécessaires, ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'imposer un autre rapport de force pour tourner une Europe qui pose la question de l'harmonisation sociale et fiscale? Enfin, tous les débats qu'on connaît. Et moi, je suis personnellement ravi si en 2019 on arrive enfin, et d'ailleurs il serait souhaitable qu'il commence avant, à avoir un débat de fond sur cette question-là. En tout cas, nous, France Insoumise, nous comptons bien le mettre sur la table. André Gattolin, on sait qu'effectivement Emmanuel Macron veut constituer un arc central pro-européen avec son allié du MoDem. Effectivement, de lui-même, il politise très clairement le débat sur ces élections. Oui, mais enfin, c'est une élection politique, c'est un choix qui est fait de cette manière. Et d'ailleurs, mon collègue Jean Bizet accusait En Marche et le gouvernement... Une stratégie risquée à qui tout double pour le gouvernement. De faire un mode de scrutin à sa convenance. C'est pas un mode de scrutin à sa convenance, c'est un mode de scrutin qui est plus équitable. Quand on commence à penser un mode de scrutin avec l'idée qu'on va le gagner, c'est généralement là où on a un contre-effet. Je crois que c'est une raison aussi d'équité. Quand on a fait la loi de 77 en Europe pour définir le cadre européen, c'était la proportionnelle partout, avec un seuil de représentativité compris d'accès aux listes, enfin de la représentation entre 3 et 5%. On a accepté une dérogation pour la Grande-Bretagne parce qu'elle était habituée au scrutin majoritaire à un tour, elle était très ennuyée, donc elle a fragmenté en plusieurs circonscriptions, ce qui fait que d'ailleurs les eurodéputés anglais ne seront jamais vraiment illustrés par un travail considérable. Autant ces gouvernements ont posé une pression, autant ça n'a pas créé un lien particulier entre la population et la nation. Moi je crois qu'aujourd'hui, si on veut parler d'Europe, il faut que le débat se pose au niveau national. C'est pas les régions qui font l'Europe, même si elles sont impactées par les décisions européennes, c'est le choix des États, ce qui se passe au Conseil européen. Et là-dessus, même si on n'a pas la même vision du monde, je rejoins complètement Éric Coquerel, l'enjeu, il est politique, il faut qu'on accepte de le poser comme tel au niveau national, pour, au niveau du Parlement européen, définir des choix le plus large possible. Pour faire du choix majoritaire, on a de toute façon le Conseil européen, la représentation de la Commission. Là, il s'agit de représenter des gens, les citoyens européens, faisons-le le mieux possible. Jean Bizet. Alors, on voit très bien que de toute façon, le président de la République a une vision très jacobine de son action et des mesures qu'il met en œuvre. Il profite encore de l'occasion de ces élections européennes qui, effectivement, jusqu'à maintenant, ont envoyé à Bruxelles des gens pas lisibles, relativement éloignés du territoire. Cette vision jacobine supplémentaire n'est pas de nature, à mon avis, à faire aimer ou rapprocher l'Europe de nos concitoyens. Je le déplore. Vous verrez nos listes. Vous verrez nos listes. Justement. Ce serait plus facile, à mon avis, d'envoyer des gens que géographiquement, déjà avec des grandes régions, des 13 grandes régions, auxquelles il y a un peu plus de lisibilité, je dirais, locale. Justement, sur les listes, je le disais, il y aura la possibilité de constituer des listes transnationales. On écoute tout de suite Jean-Luc Mélenchon, c'est le chef de file de la France Insoumise sur ce sujet. Il est donc temps de tourner la page. C'est ça que nous ferons, car il y aura une liste, l'Europe insoumise aux élections européennes. Et s'il y a une liste transnationale,
il y aura une liste transnationale, l'Europe insoumise, avec Podemos, avec les amis grecs, avec le Bloco, avec tant d'amis et de camarades, surtout le vieux continent, décidé à s'arc-bouter pour la paix et le progrès social. Éric Coquerel, c'est pas encore fait, ces listes transnationales. Il faut qu'il y ait un accord au niveau européen. Vous en êtes où des discussions? On entendait Jean-Luc Mélenchon. Il y a deux choses. Je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Pour nous, ces élections européennes, elles ne vont pas être simplement le fait d'envoyer des députés au Parlement européen. C'est effectivement le rôle fonctionnel, mais le Parlement européen, en réalité, a très peu de pouvoir. Et quand on expliquait tout à l'heure le rôle des parlementaires, c'est le jour et la nuit avec le rôle d'un député au Parlement national, ne serait-ce que, par exemple, en possibilité de temps d'intervention. Vous savez qu'il est courant qu'un député européen parle 30 secondes. En 30 secondes, vous dites rien. Vous avez une succession. Vous avez des lobbies ultra puissants qui sont au Parlement européen. Donc, je ne crois pas que ce soit ça le principal. Ce qui me semble être le principal, c'est que, et reconnaissons, moi je le reconnais, c'est mon adversaire Emmanuel Macron, mais il a un projet européen, très clairement. Aujourd'hui, qui est celui, je le disais tout à l'heure, d'une Europe peut-être réduite autour d'intérêts qui ne remet pas en question la politique d'austérité, la politique de l'offre. Encore une fois, je le répète, la politique de la défense, il le défend, il l'a présenté à la Sorbonne, nous on a un autre projet, et je crois que ça va être aussi le moment, quelque part, d'un référendum. Quelle Europe nous voulons? Quel est le projet que nous voulons? Est-ce que nous voulons continuer dans les traités qui cadenassent aujourd'hui les politiques européennes? Donc tant mieux, je pense que ça va être cet aspect-là. Pour les listes transnationales, nous, notre choix, très, très franchement, nous pensons avant tout que nous ne sommes pas fédéralistes. En tout cas, dans cette Europe-là, le fédéralisme dans cette Europe-là ne viserait finalement qu'à entériner une Europe d'austérité. Donc nous considérons qu'aujourd'hui, l'Europe est le cadre d'une Europe de nations et que des listes nationales ont un sens. Si c'est des listes transnationales, nous avons des partenaires dont je dirais la caractéristique première, c'est de dire qu'on ne peut pas construire une autre Europe sans sortir des traités. Aujourd'hui, qui sont celles qui la réglementent, qui par exemple empêchent l'harmonisation sociale et fiscale. Les discussions sont bien avancées déjà ? On aura des discussions. On a chaque année un sommet, plusieurs fois par an, un sommet du plan B. On l'a eu à Lisbonne il y a quelques mois de ça. Donc on a dit Podemos, le Bloco, il y a des parties du nord de l'Europe. Donc on a de quoi faire des partenaires. Mais je dois dire que ce matin, j'ai vu Édouard Philippe qui était quand même très pessimiste sur le fait de faire des listes transnationales, à la fois pour des raisons techniques. Oui. Voilà. Donc vraisemblablement, il est vraisemblable qu'on n'aille pas vers des listes transnationales, d'après ce que j'ai compris. André Gattolin, vous seriez favorable à ces listes transnationales? Qu'est-ce que ça apporte? Moi, je les prône depuis le début des années 2000 dans les différents mouvements que j'ai traversés. Je crois qu'à un moment, il faut une clarté politique. Si on a une Europe ou une partie de décisions qui sont prises en Europe, il faut qu'il y ait une responsabilité de ceux qui la prennent. Depuis 2014, avec ce qu'on appelle du nom barbare Spitzenkandidat, on a au moins un lien direct entre le Parlement européen et celui qui dirige la Commission. Moi, je suis favorable à ces listes, parce que ces listes seraient le vivier qui donnerait une légitimité des commissaires européens qui seraient désignés pays par pays. Si à un moment, on ne prend pas cette responsabilité, si on est là simplement parce qu'on était ancien ministre des Finances ou du Commerce du Liechtenstein, qui n'est pas dans l'Union, mais par exemple du Luxembourg ou des Pays-Bas, je dis... Pardon ? Pour le Luxembourg, c'est un meilleur exemple. Oui, le Luxembourg est un très bon exemple. 3 présidences de conseil depuis la création de cette institution. Ce pays est absolument central. Donc je crois que rétablir cette logique-là est importante. Et puis, il faut une classe politique européenne, véritable européenne, des gens qui osent dire, non pas en défendant que les intérêts nationaux, mais qui sachent parler de manière transversale aux différents niveaux de population qui sont contenus dans l'Europe. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on pense beaucoup l'Europe, d'ailleurs d'un point de vue ouest européen. Je rentre là ce week-end de Roumanie. Quand vous discutez avec les élus nationaux roumains, la conception, le regard qu'ils ont sur le monde, sur la question de la défense européenne, sur la question de l'évolution économique du pays, sur les questions environnementales, eh bien, je crois qu'il faudrait envoyer faire un stage à certains de nos représentants européens de nos pays, dans ces pays, pour pouvoir commencer à établir un dialogue un peu plus serré sur cette question. Sur la question des listes transnationales, on a eu ce débat précisément en commission des affaires européennes en mars 2016, réagissant à la proposition de résolution du Parlement européen du 11 novembre 2015. Ça n'a pas suscité un engouement extraordinaire, loin s'en faut, justement pour une question d'harmonisation technique. Et je ne sais pas si, en fin de compte, cette idée qui avait été lancée à la Sorbonne par le président Macron, je crois,
début octobre. Fin septembre, 26 septembre. Cette idée peut paraître dans un premier temps, de premier abord, séduisante. Mais techniquement, ce sera difficile. Et puis attention, il faut que nos concitoyens soient bien conscients. Le discours, à la fois pendant les élections présidentielles, pendant la campagne présidentielle et à la Sorbonne, le discours du président Macron était un discours assez séduisant, voire très séduisant. Ceci dit, il sous-tend une vision très fédéraliste de l'Europe. Je ne pense pas que nos concitoyens, quand ils verront tout doucement, ou quand ils décortiqueront, qu'ils s'apercevront du fond, je dirais, des orientations du président de la République, soient sensibles à cette vision très fédérale. Moi, je suis pour une Europe, je dirais, réaliste, à cercle concentrique, quand on voit ce qui se passe avec nos amis britanniques, mais avec un noyau dur sur lequel je pourrais accepter un certain fédéralisme au niveau de la zone euro, mais au-delà, attention, ce sera extrêmement difficile de faire comprendre ça à nos concitoyens. Éric Coquerel, en 2014, le Front National était arrivé en tête du scrutin européen. Ça pourrait favoriser de nouveau le parti frontiste? C'est loin d'être impossible. Oui, Écoutez, ce que j'observe pour l'instant, c'est que dans les élections partielles, le parti frontiste, comme vous dites, manifestement n'est pas très en forme. À l'Assemblée, on ne les écoute pas. Donc c'est peut-être pas la peine tout de suite de se faire peur avec eux. Là, il y a vous savez, ils sont pas nécessaires au débat démocrate. Enfin, en tout cas, ils occupent une part, mais il faudra montrer que d'une manière ou d'une autre, ils ont toujours une position importante en 2019. Moi, je crois qu'il y a deux projets aujourd'hui, en tout cas, qui sont déjà sur la table. C'est le projet d'Emmanuel Macron qui pense que la souveraineté européenne, il le dit, je ne le caricature pas, prédomine aujourd'hui sur la souveraineté nationale. Nous considérons que ce qui est important, c'est la souveraineté du peuple. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas un peuple européen. Il n'y a pas des mesures qui, comme ça, peuvent s'imposer aux différents peuples européens, notamment le peuple français, qui est quand même, de par sa nature, de par la force de notre pays, doit être entendu, doit défendre ses propres intérêts. Et je vais vous donner un exemple de ce que je viens de dire. Ce matin, Édouard Philippe, nous avons posé la question du glyphosate. Puisque vous savez qu'il y a eu un tweet dans lequel Emmanuel Macron expliquait que ça allait dans les 3 ans, la France revendiquait, suite à la décision du Conseil des ministres européen, de revenir sur cette décision. Et ce matin, Édouard Philippe nous a dit l'inverse. C'est-à-dire qu'il nous a très clairement dit que le droit européen était ce qu'il était et que si on n'arrivait pas à convaincre nos partenaires, on resterait. Bien, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous pensons que si, par exemple, le peuple français, dans sa souveraineté, estime qu'un produit comme glyphosate est dangereux, il doit pouvoir sortir de cela. Très concret. Et voilà. Et donc, on voit bien que là, il y a deux visions. Nous considérons que l'Europe doit être source de progrès social, progrès écologique. Elle ne peut pas imposer au peuple ce qu'ils ne veulent pas. Et ça, je pense que ça sera une différence essentielle. Jean Bizet et André Gattolin, pour conclure. M. Coquerel aborde un sujet extrêmement complexe sur lequel, justement, la Commission des affaires européennes du Sénat va plancher demain matin. Mais ce n'est pas un problème de 3 ans ou 5 ans. C'est dangereux ou c'est pas dangereux? Si c'est dangereux, c'est même pas 3 ans. On ne vous voit pas le débat sur le glyphosate, Jean Bizet. C'est rien du tout. A priori, mais le problème, c'est que nous sommes dans cette affaire, je l'ai déjà dit, je dirais sur ce plateau il y a quelques semaines, sous la dictature de l'émotion. Voilà. Et on ne veut aura l'occasion de parler du glyphosate. On ne veut pas écouter les scientifiques et les agences. Écoutez, il y a beaucoup de scientifiques. La majorité des scientifiques disent l'inverse. Mais là, en l'occurrence, je ne parlais pas du contenu. Deux mots pour compléter ce que disait. Je parlais de savoir si la France peut revendiquer de sortir. On revient au scrutin européen. Sur le scrutin européen, le système des eurorégions aujourd'hui, et avec un découpage encore plus fin si on adoptait les régions actuelles, conduit à une amplification des scores des plus grosses listes. Je rappelle, en 2014, avec moins d'un quart des suffrages, le Front National a eu un tiers des sièges. C'est un problème. Et si on projette 2014, où on a eu 42% de femmes élus eurodéputés européens en France, eh bien avec la circonscription unique, on en aurait au minimum 49%. Pour moi, c'est une loi de progrès parce que la parité qui a été inscrite dans nos textes pourra s'effectuer réellement à travers la circonscription nationale et c'est à mon sens très important aussi. Jean Bizet. Deux secondes pour revenir sur le glyphosate, non sur un plan technique ou scientifique, mais un règlement, c'est un règlement, il est d'application directe, il s'applique à tout le monde. Il y a eu 55% des pays représentant 65% de la population. Eh bien, je suis désolé. On aura l'occasion d'en reparler. Contre les peuples n'est pas un bon règlement. C'est là où on a un Il y a une procédure de recours si on n'est pas d'accord. Merci André Gattolin. Merci Jean Bizet. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Très bonne soirée et à demain, 15h.
Merci.